Est-ce que c'est le début d'une carrière politique pour Elon Musk? Est-ce qu'il se voit donc chargé de cette fameuse commission dont on a parlé? Est-ce qu'il se voit ministre responsable de quelque chose? Est-ce que c'est le début d'une carrière politique pour Elon Musk ou est-ce que faut même pas y penser? Alors, ce qui est sûr, c'est que, comme je le disais, il a déjà annoncé son intention de continuer à financer la vie politique américaine. Donc, le fait d'avoir Elon Musk comme un acteur central de la vie politique américaine, ne serait-ce que parce qu'il met beaucoup d'argent, ça, a priori, c'est parti pour être quand même un invariant des années qui viennent. Est-ce qu'il va vraiment être nommé à ce poste de directeur, pour gérer les dépenses de l'État fédéral, ou peut-être qu'il en aura marre au bout de 3 jours et qu'il va déléguer ça à quelqu'un parce qu'il va se rendre compte que la gestion au quotidien et les lourdeurs de la bureaucratie. D'ailleurs, il y a des gens dans ces milieux de la nouvelle droite américaine qui sont assez inquiets de ça parce qu'ils ont peur que Musk soit dévoré tout cru par la bureaucratie washingtonienne qui va faire son œuvre. Donc tous ces trucs de commission, etc., ils le voient d'un œil assez suspect parce que ce serait l'inverse justement de l'action un peu plus martiale qu'il faudrait porter. Donc j'attends quand même de voir les responsabilités réelles qu'il pourrait prendre. J'ai du mal à l'imaginer dans un cabinet. Enfin, Elon Musk va pas être chief of staff de Donald Trump, sachant qu'en plus il est plus utile à l'administration Trump là où il est. Il risque aussi quand même à un moment d'y avoir, et c'était déjà le cas, un vrai sujet géopolitique, mais ça va l'être encore plus sous une administration Trump, un vrai sujet géopolitique avec Musk, parce qu'entre le fait que, je sais pas, la Chine est le deuxième marché de Tesla, le fait qu'avec Starlink, on a vu que ce soit avec l'Ukraine, que ce soit avec Gaza, que ce soit avec Taïwan, enfin tous les endroits où ça chauffe sur Terre, il y a un sujet Starlink, et ça fait des mois et des mois que... Starlink, je te coupe, on rappelle, c'est le réseau de satellites, ce réseau satellitaire qui a été utilisé notamment en Ukraine, portable, au tout début en tout cas. Déployé par Musk, une constellation de satellites. Du coup, j'ai perdu le fil de ma... Excuse-moi. Non, t'inquiète pas, c'était utile de le rappeler. Mais oui, ça fait des mois qu'il y a des gens dans l'administration qui estiment que le cas Elon Musk est un problème de sécurité nationale. Enfin, en tout cas, ça pose ces questions-là. Donc, ce qu'on peut déjà se dire, c'est qu'il sera a priori pas candidat pour être président des États-Unis, parce que n'étant pas né sur le sol américain, il n'est pas éligible. C'est peut-être le seul truc qu'on peut se dire pour se rassurer à ce stade, même si c'est des choses qui sont peut-être susceptibles de changer un jour. Mais là, je vois, t'as mis on voit ce photomontage où on le voit avec un évier dans le bureau ovale. Alors, ce qui fait écho à une photo qu'il avait postée quand il était arrivé chez Twitter après le rachat, où il était arrivé avec un évier. Je sais pas si c'est le même évier, mais en tout cas, il a remis un évier. Alors en plus avec cette expression, parce que en let that sink in, donc là si on le prend très littéralement, c'est laisser entrer cet évier, mais ça veut aussi dire let that sink in, c'est quand on dit quelque chose et qu'on laisse infuser, c'est-à-dire voilà, je vais asséner une vérité fondamentale et je vais dire let that sink in, c'est réfléchissez-y. Et donc on retrouve là aussi, à la fois, ça m'inspire deux choses. La première, c'est que Musk, alors déjà il se voit à la Maison Blanche quand on voit ça, ou en tout cas très près de la Maison Blanche, qui voit son arrivée dans ce monde-là exactement comme il voit son arrivée chez Twitter. C'est pas différent, le monde de l'entreprise, le monde politique, c'est la même chose, on fait les mêmes blagues, c'est la même légèreté quelque part. Voilà, il a le même sourire un peu de ravi de la crèche. Je pense d'ailleurs que c'est détouré de la photo. Je pense que c'est la même photo. De la photo, voilà. Il s'est pas embêté à poser sur un fond vert avec un nouvel évier et un nouveau t-shirt. Autre chose à faire. Quoique. Et on retrouve aussi ce côté même pour être... D'ailleurs là aussi on a vu ces derniers jours, il était à dire le prochain mandat de Trump ce sera le plus fun de l'histoire des États. Enfin, une terminologie qui, du point de vue de gens inquiets que nous sommes, correspond pas tellement semble... Il y a un côté... vraiment éclaté de rire en regardant le monde cramer, un truc assez inquiétant de cet ordre-là, un peu de méchant de superproduction hollywoodienne, mais c'est tous ces petits signaux qui nous poussent en tout cas à garder un œil très attentif sur l'attitude qu'il aura dans les semaines et les mois à venir. Il nous reste un peu moins de 5 minutes. J'avais deux questions à te poser, je sais pas si on a le temps de faire les deux. Il y a
on l'a beaucoup vu, on a beaucoup vu Elon Musk avec une casquette Dark MAGA, donc MAGA Make America Great Again, le fameux slogan de campagne de Donald Trump, mais Dark MAGA ou Gothic MAGA, j'ai vu aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, ce Dark MAGA? À quoi ça renvoie? Alors, c'est vrai qu'il joue beaucoup là-dessus. Il l'a répété 2 fois dans les meetings de Trump. Il en a fait un élément. Donc, c'est la même casquette, mais en noir, avec les caractères noirs. Et sauf que là aussi, on revient dans le registre du dog whistling, c'est-à-dire que cette nouvelle droite américaine dont je parlais, qu'on retrouve aussi dans un mouvement contingent qui s'appelle le mouvement des Lumières sombres. Donc les Lumières sombres en anglais c'est Dark Enlightenment. Et ce mouvement des Lumières sombres qui vise à l'établissement d'une monarchie de start-upers. Donc on retrouve ce truc de CEO of America où en gros il faudrait une monarchie technologique quoi, pour la faire un peu courte. Et donc quand il dit je suis Dark MAGA, moi je l'entends vraiment comme un appel du pied à toute cette petite communauté qui est assez proche aussi de J.D. Vance, qui est pas l'univers de Trump. Trump, c'est pas du tout sa génération. C'est des gens qui, je pense, ont plutôt cherché à l'éliminer du jeu, puis se sont rendus compte que finalement c'était plutôt à lui qu'il fallait se greffer, et qui sont les gens qui ont œuvré à faire de J.D. Vance le colistier de Trump, ce qui allait pas du tout de soi, parce que J.D. Vance avait eu des mots très très durs. Il avait quand même traité Trump de Hitler américain, alors ce qui rétrospectivement était peut-être un compliment, je ne sais pas, mais il avait dit toute cette détestation du bonhomme et puis finalement voilà, c'est cette alliance de la carpe et du lapin a fini par fonctionner. Peut-être dernière question, dernier truc que je voulais montrer. Ce tweet très court mais lourd de sens. You are the media now. Vous êtes le média maintenant. Alors ça peut faire penser à plusieurs choses. Est-ce que Musk a la ferveur conviction qu'en fait son poids médiatique est tel qu'il dépasse les médias traditionnels, les legacy médias, c'est comme ça qu'il les appelle. Qu'est-ce que ça dit de la défiance envers ces legacy médias? D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire legacy médias dans la bouche d'Elon Musk? Alors, les legacy médias, c'est une terminologie qu'il utilise depuis qu'il a racheté Twitter, en fait. C'est-à-dire que depuis que Twitter est devenu X, il met face à face les legacy médias. Donc legacy, c'est le legs, c'est l'héritage. Donc c'est les médias d'avant. Les vieux médias qui sont en train de mourir. Les vieux médias dinosaures qui vont bientôt être frappés par la météorite qui mettra fin à leur règne, auquel il oppose le citizen journalism, donc le journalisme des utilisateurs. Alors bon, on pourrait se dire sur le papier tout ça n'est pas très nouveau, on a connu quand même les blogueurs, etc. Donc le culte de l'amateur entre guillemets date vraiment pas de Musk. La défiance envers les médias traditionnels ne date pas de Musk non plus. Trump a fait ces 2 campagnes sur une défiance très très affirmée vis-à-vis des médias, mais là on sent bien qu'avec Musk et avec la stratégie qui a été la stratégie de X pendant cette campagne, c'est-à-dire vraiment d'être l'échangeur central dans la diffusion Musk dirait de l'information, nous on dirait peut-être de la désinformation, mais dans la bataille des perceptions, on va dire, de se positionner comme l'acteur majeur et du coup de venir contester ce qu'il estime être une hégémonie, parce que quand il parle des médias, quand il parle des legacy media, il parle de l'hégémonie culturelle de ces médias-là. C'est exactement la même grille de lecture que quand on a Trump et ses partisans qui nous disent que le Pentagone est un repère de marxistes wokistes dégénérés. C'est un peu la même chose, et on le retrouve d'ailleurs beaucoup chez ses partisans. Je voyais le tweet de félicitations de Jeff Bezos, patron d'Amazon et propriétaire du Washington Post, qui s'est pas fait que des amis juste avant le scrutin en décidant pour la première fois de ne pas soutenir, enfin que le Washington Post ne soutiendrait pas de candidat en particulier. Donc là, il félicitait Donald Trump pour sa victoire, et je voyais dans les réponses, ce qui ressemblait beaucoup à des partisans de Trump et des partisans de Musk, des gens qui disaient maintenant Jeff va au bout du raisonnement, make Washington Post great again. Et donc l'idée c'était qu'il fallait purger
le système de ces éléments séditieux. Et donc là aussi, on retrouve alors peut-être la déclinaison médiatique de ce fameux coup d'État institutionnel dont rêvent certains dans l'entourage de ces gens dont on parle depuis tout à l'heure, qui est de retourner en fait ce qu'ils estiment être des institutions du progressisme contre le progressisme, et donc de mettre la main dessus, de virer tous les gens qui sont à l'intérieur et de mettre des gens à eux, parce que encore une fois, c'est la logique très gramscienne de la bataille culturelle, mais portée à une magnitude et un niveau qu'on n'avait peut-être jamais vu jusqu'ici.